Bonjour à toutes et à tous. Après sa licence en philosophie, elle a travaillé comme journaliste. Elle est entrée dans la vie politique belge, puis européenne, suite à une rencontre avec Louis Michel en 2003. Elle a alors travaillé durant 15 ans au sein des institutions européennes. Puis, elle s'est engagée en mai 2019 sur la liste européenne du MR, où elle a été élue première suppléante. Depuis le 17 septembre 2019, elle prête serment en tant que ministre en charge de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de promotion sociale, des hôpitaux universitaires, de la recherche scientifique, de la jeunesse, de l'aide à la jeunesse, des maisons de justice, de la promotion de Bruxelles et du sport au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle met au cœur de son action les valeurs de liberté, de responsabilité et de progrès. Mesdames et messieurs, Valérie Glatini. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette rentrée académique et en particulier de voir des visages qui ne sont pas cachés derrière des masques. Je sais que Christine partage mon plaisir. Après toutes ces périodes difficiles que nous avons traversées, enfin nous pouvons avoir une rentrée académique normale et je m'en réjouis. Je voulais vraiment vous remercier pour cette invitation. Elle me touche, même si en même temps c'est un grand défi parce que résumer en 15 minutes les grands enjeux pour les 15-30 prochaines années, c'est évidemment très compliqué. Alors je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je pense qu'on est tous bien conscients qu'un des grands défis que nous allons devoir rencontrer, c'est celui du financement de l'enseignement supérieur. Et je préfère l'annoncer moi-même avant que vous n'ayez mis un spot sur ma tête au moment où vous allez parler de la nécessité de refinancer l'enseignement supérieur. Donc oui, money, ça va être un grand défi, en particulier quand on connaît l'état des finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que vous êtes tous au courant que nous sommes en train de refinancer de façon structurelle et progressive l'enseignement supérieur, malgré ce défi budgétaire que nous connaissons. Pourquoi ? Simplement parce que nous sommes tous convaincus au sein du gouvernement que nous n'avons pas d'autre matière première en Fédération Wallonie-Bruxelles que la matière grise de nos étudiants, que les cerveaux de demain. Nous n'avons pas d'autre choix que de former nos étudiants, c'est cela qui permettra de préserver leur avenir. Alors vous savez que nous sommes occupés à refinancer 50 millions dès cette année, 70 millions et puis 80 millions en 2024. Donc ce sont des montants qui vont s'ajouter vraiment de façon annuelle, donc on parle bien d'un refinancement ici qui est structurel. Alors pour faire quoi? Nous avons dégagé des grands axes tous ensemble, et je vois plusieurs acteurs de l'enseignement supérieur qui ont participé à cette détermination des priorités. On a d'abord un défi au niveau des infrastructures, et on pourra certainement y revenir, mais nous devons réussir la transition écologique de nos infrastructures. Nous devons aussi relever le défi de l'aide à la réussite. Et on en a eu l'occasion, on a discuté longuement avec plusieurs recteurs et directeurs-présidents. La marche entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur, elle est parfois trop haute à franchir. Il faut pouvoir développer des aides à la réussite, en particulier pour le bac 1. Et puis aussi, il faut pouvoir vous donner des enveloppes globales. Parce que bien sûr, si on vous donne de l'argent et puis on vous demande de remplir des nouvelles missions, bien on ne vous refinance pas, au contraire on vous définance. Et donc l'objectif c'est vraiment également d'allouer de l'argent dans des enveloppes globales pour les établissements. Alors vous allez me dire, j'en suis sûre, il faut sortir de l'enveloppe fermée. Ah ça évidemment, vous avez entièrement raison. On fait ce qu'on peut pour l'instant avec l'état des finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'à terme, il faudra s'inscrire dans cette logique, puisqu'on parle ici d'un horizon de 15 ans. Et puis à terme aussi, et on a eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs d'entre vous, il faudra peut-être repenser complètement notre façon de financer l'enseignement supérieur, avec, pourquoi pas, il y a des idées innovantes qui circulent, une enveloppe par étudiant qui suivrait l'étudiant, par exemple s'il entame une mobilité internationale, puisqu'on sait que dans notre établissement, nous accueillons beaucoup d'étudiants non résidents, beaucoup d'étudiants étrangers, parce que nous avons un enseignement qui est extrêmement ouvert et pas trop onéreux. Je fais attention à ce que je dis, évidemment, parce qu'on peut toujours faire mieux, mais il est relativement peu onéreux. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de convaincre nos étudiants de saisir la chance d'une mobilité internationale. Et donc, il y a des réflexions en cours autour d'une bourse qui suivrait l'étudiant pendant tout son parcours. Donc ça, ce sont les grandes pistes pour revoir en profondeur le système du financement de l'enseignement supérieur.
Un deuxième défi, et là ça nous concerne tous, et peut-être aussi au-delà de l'enseignement supérieur, c'est évidemment le futur institutionnel, le fameux futur institutionnel. Alors je ne suis pas devin, donc devineresse, je ne sais pas comment on dit, Christine qu'on en discute en signe droit des femmes peut-être, mais donc je pense qu'on dit devineresse. Mais en fait, moi je viens, en effet ça a été présenté par Stéphanie, du niveau européen, et donc ce qui me frappe parfois, c'est une forme de repli sur soi. On a eu l'occasion de voir que pour relever le défi précédent, celui de la crise sanitaire, on a créé des signes, des conférences interministérielles qui ont permis de créer à gros bouillon de la concertation. Je pense que c'est vers ça qu'on doit s'inscrire quand on pensera le futur institutionnel, c'est mettre ensemble différents niveaux de pouvoir autour d'un même défi et dans tous les cas, lutter contre ce que j'appellerais le sous-localisme, c'est-à-dire la tentation de dupliquer partout la même offre de formation alors qu'il y en a peut-être une autre qui existe à 15 km de là, mais c'est plutôt travailler sur des synergies, avec aussi évidemment un point d'attention à l'international, puisqu'il y a plusieurs hautes écoles, plusieurs universités qui s'inscrivent déjà dans un réseau d'universités, de hautes écoles européennes, et je pense que ça c'est vraiment la voie à suivre. Alors troisième grand défi, celui du parcours étudiant. Le parcours étudiant. On sait qu'actuellement, il y a des règles qui vont être changées, hein, cette rentrée académique, mais jusqu'ici, il y avait des règles qui étaient relativement flexibles et qui pouvaient constituer un cadeau empoisonné pour certains étudiants qui n'anticipaient pas toujours très bien les conséquences d'une réussite fixée à 45 crédits et pas 60. Et donc, beaucoup d'étudiants reportaient des crédits d'une année à l'autre et finissaient avec ce que j'appellerais un sac à dos de crédits non validés qui était trop lourd à porter à un moment donné et ils se retrouvaient non finançables. Et nous savons ce que ça veut dire, c'est la porte de l'enseignement supérieur qui se referme devant eux. Ce qui est évidemment une tragédie quand on connaît l'importance d'un diplôme de l'enseignement supérieur pour trouver un emploi, puisque à peu près 90% des diplômés sont à l'emploi. Donc il y avait également là la nécessité d'agir et de prévoir une réforme. On sait qu'en particulier c'était les étudiants les plus précarisés qui étaient les plus impactés par ce report de crédit et cette parfois mauvaise anticipation des conséquences. Et on avait des chiffres qui peuvent objectiver cela. Il y avait 18% des étudiants boursiers qui réussissaient leur bachelier dans les temps, c'est-à-dire en 3 ans avant le décret paysage. Actuellement, ils ne sont plus que 14%. Et donc on sait que cette tendance au report des difficultés, cet allongement de la durée des études, il touchait particulièrement, il impactait particulièrement les étudiants les plus précarisés qui n'avaient pas forcément les moyens de financer 10 années d'études à la place de 5 par exemple. Et donc nous avons souhaité tous ensemble, et c'était une volonté qui est partagée par les établissements également, de remettre des balises et rappeler qu'il y a un processus d'acquisition du savoir qui doit être graduel avec une remise en place de la réussite à 60 crédits. Rappeler aussi qu'il y a 2 ans pour réussir les 60 premiers crédits, 5 ans pour réussir le bachelier, avec également une année de joker, cette année de joker en cas de réorientation. Donc le message qu'on souhaite passer aux étudiants, c'est que bien sûr, on a le droit de se tromper. Bien sûr, on a le droit de ne pas avoir... voilà, on a le droit d'être aidé si on n'a pas tous les prérequis. Il y a une année de joker en cas de réorientation dans le cursus. On essaie d'inciter les étudiants à aller déceler très rapidement une absence de prérequis, déceler rapidement une erreur d'orientation. Je pense que dans tous les cas, il faut rappeler que tout le monde doit pouvoir essayer les études de son choix, tout le monde doit pouvoir essayer l'université s'il souhaite l'essayer. C'est une question importante d'accessibilité. Mais il y a, et c'est très important de le rappeler, vous le savez mieux que moi, un enseignement d'excellence dans nos 19 hautes écoles, dans nos 152 établissements de promotion sociale, des formations d'excellence, des formations professionnalisantes qui conduisent à des jobs qui sont bien rémunérés et ou des jobs en pénurie. Je pense aux filières scientifiques et technologiques, je pense au secteur de la construction, je pense au secteur de l'ORECA, au secteur de la santé, vous le saviez mieux que moi. Et donc la réforme que nous avons pensée ensemble, elle met au cœur la promotion de l'excellence avec une gradation dans l'acquisition du savoir. Ce n'est pas une réforme élitiste. Je pense que le véritable élitisme, ça pourrait bien être finalement dans le chef de ceux qui pensent que seule l'université ouvre des portes. Pour ma part, je préfère parler de démocratie de l'excellence, c'est-à-dire amener chacun vers ce en quoi il excelle et contribuer à la société, lui permettre de vraiment apporter toute sa contribution.
La deuxième balise qui est au cœur de la réforme, c'est l'égalité des chances. C'est très important pour moi. Quand j'étais jeune, je pensais que tout le monde voulait être libre, et pour être libre, il faut avoir les conditions de la liberté, et donc oui, il faut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, on sait que, évidemment, trouver un emploi est capital, et pour trouver un emploi, on sait qu'un des sésames pour trouver un emploi, c'est un diplôme. Et donc si je souhaite être libre, je souhaite aussi que les autres le soient. Et donc la condition pour que les autres le soient, c'est qu'eux aussi puissent avoir accès à un enseignement d'excellence. Et donc l'égalité des chances, elle est au cœur de ce projet, au cœur de cette réforme. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi prévu, en parallèle de ce durcissement au début du cursus, une augmentation significative des aides à la réussite en ciblant le début du parcours. Ce que nous voulons, c'est qu'un maximum d'étudiants puissent se tourner vers leur établissement et puissent faire une demande d'aide à la réussite. Elles sont à hauteur de 89 millions d'euros par an maintenant. Nous avons également travaillé sur une réforme des allocations d'études pour élargir le champ des bénéficiaires et prendre en compte les parcours des étudiants qui sont divers. Je parlais tout à l'heure de ce défi de la démocratisation de l'enseignement supérieur, qui est évidemment quelque chose d'extrêmement positif, mais qui pose des défis budgétaires. Eh bien, la réforme des allocations d'études va aussi permettre de rencontrer ces nouveaux profils qui arrivent dans l'enseignement supérieur, après parfois d'autres parcours, et nous devons aussi pouvoir les accueillir. Il y a également une révision des subsides sociaux que nous avons opérée. Nous avons aussi, dans le cadre de cette action menée pour l'égalité des chances, rassembler toutes les aides qui existaient à destination des étudiants sur un site, c'est le site aide-etudes.be. Donc j'encourage chacun à bien sûr pouvoir diriger un étudiant qui rencontrerait une difficulté particulière vers ce site. On a fait un effort de compilation de toutes les aides qui existent pour essayer d'augmenter l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Quatrième défi, et ça a été évoqué en guise de présentation par monsieur le professeur Fels, la transition écologique et numérique, sans surprise évidemment. Vous savez que nous avons débloqué des montants dans le cadre du plan de relance européen. Avec mes collègues, il y a 35 millions d'euros qui sont prévus pour aider nos établissements à se moderniser, à mettre du double vitrage là où il y en a pas, etc. etc. Il y a également des montants qui sont réservés pour les hautes écoles, les ESA, les établissements de promotion sociale. Il y a à peu près 200 millions qui sont réservés pour cela, parce qu'il s'agit vraiment de réussir cette transition écologique et de préparer nos bâtiments à celle-ci. Il y a également des montants qui sont réservés pour une plateforme de recherche sur la transition écologique, c'est 24 millions d'euros. Et nous avons également sollicité des fonds européens pour la transition numérique, pour aider nos établissements, et je discutais de ça tout à l'heure avec une responsable, pour aider nos établissements à recruter des technopédagogues, à recruter aussi du matériel informatique. On sait que 90% des emplois requièrent des compétences numériques de base. Ça, c'est un chiffre de la Commission européenne, donc on voit bien l'enjeu capital de la transition numérique. Et j'en profite pour féliciter l'ELMO, puisqu'il y a un projet lauréat qui consiste à acheter du matériel numérique, dont j'ai compris un hôpital virtuel, mais aussi l'infrastructure de tests de vulnérabilité et de sensibilisation au risque lié au numérique. Donc je suis très heureuse de voir que l'ELMO a vraiment saisi la peine, si je peux l'exprimer comme ça. Un cinquième défi, et je m'approche du thème de mon intervention, c'est la marge entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur. Je le disais tout à l'heure, cette marge, elle est parfois très élevée. J'en veux pour preuve les résultats cette année, par exemple, en sortie de Covid, et Laurent sait de quoi je parle, les résultats d'examen d'entrée en médecine qui sont un petit peu moins bons que les autres années. Il y a en effet un niveau d'exigence dans l'enseignement supérieur qui peut être élevé. Alors il faut travailler sur cette transition entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur. J'ai évoqué les aides à la réussite qui doivent être ciblées sur les étudiants de Bac 1, ceux qui arrivent dans l'enseignement supérieur. Je pense qu'on doit aussi travailler sur l'amélioration de la qualité dans l'enseignement obligatoire, et c'est un défi que je partage avec bien sûr la ministre en charge de l'enseignement obligatoire, Caroline Désir, et qui se décline aussi dans mes compétences via la réforme de la formation initiale des enseignants. C'est un défi que nous voulons relever ensemble, et donc on a conscience que ce défi de la qualité de l'enseignement obligatoire, eh bien, on le réussira ensemble, ou on échouera ensemble. Évidemment, l'échec n'est pas une option. Et donc nous avons revu la formation initiale des enseignants, nous l'avons fait passer de 3 à 4 ans avec une collaboration accrue entre les hautes écoles et les universités, et puis le stage de longue durée en dernière année pour essayer d'aider les étudiants
à réussir l'entrée dans le métier, puisqu'on sait qu'on perd trop de jeunes enseignants au tout début de leur parcours. À cet égard, j'ai évoqué la collaboration entre les hautes écoles et les universités. Je m'en voudrais d'oublier de mentionner l'enjeu du statut de l'enseignant-chercheur en haute école. Il s'agit pour les hautes écoles, on le sait bien, de contribuer elles aussi à la recherche appliquée. Et nous savons que là aussi, les LIMO allouent des moyens pour soutenir des projets de recherche. Et nous soutenons évidemment cette logique puisque nous avons récemment doublé les moyens pour les appels à projets annuels pour le fonds de recherche en haute école. Voilà, je pourrais encore évoquer bien d'autres enjeux. Évidemment des enjeux pratico-pratiques comme la poursuite de la mise en œuvre du deal INAMI. Vous savez que c'est un deal qui devrait nous permettre d'augmenter le nombre d'étudiants diplômés en médecine, la réforme des rythmes académiques. Je suis sûre qu'il y aura des questions à ce sujet, parce que ça, voilà, il y a effectivement des choses qui se passent au niveau de l'ARES et des choses assez prometteuses de mon point de vue, avec un consensus qui semble émerger sur des grands principes. Et je remercie tous ceux qui travaillent sur ce sujet au sein de l'ARES pour le sens des responsabilités dont ils font preuve, puisque le point de départ, ce ne sont pas des préoccupations de congé ou des préoccupations corporatives, je dirais, mais c'est vraiment une réflexion sur ce que c'est le meilleur rythme académique au profit des étudiants. Donc, grand merci pour cela. J'aurais pu parler aussi du renfort de la mobilité étudiante, puisqu'aujourd'hui c'est le 35e anniversaire du programme Erasmus, et donc peut-être que vous connaissez parmi vous un des 1 million de bébés qui ont été produits, si je peux dire, suite à des échanges Erasmus. C'est évidemment un merveilleux programme et on souhaite travailler aussi sur ce renfort de la mobilité, par exemple en mettant en adéquation les montants pour les mobilités FEM sur celles des montants qui sont prévus pour les bourses Erasmus. Je terminerai en tout cas en soulignant une fois encore aussi l'engagement des acteurs de l'enseignement supérieur dans la société. Votre ambition, c'est enseigner, faire de la recherche et puis être au service de la société. On raconte souvent que la fable de ces deux intellectuels qui sont assis, qui sont un petit peu pompeux, qui pérorent depuis leur chair, et on dit qu'ils sont allés beaucoup moins loin qu'une brute qui marche. Et donc on est bien conscient ici qu'il s'agit aussi d'être en mouvement au profit de la société. Et je terminerai en rappelant le défi que chaque enseignant doit relever. Éduquer, enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Merci à nos enseignants de relever ce défi chaque année. Bonne rentrée à tous.